Merci pour votre regard, Henri Atangana. On va vous d'ailleurs relancer sur la question. Vous soulignez bien sûr que la France n'a pas les moyens de pouvoir faire face à la Russie et que la Russie elle-même n'est pas dans une position de vouloir venir conquérir la France. Mais pourquoi, décidément, l'Europe tente d'organiser des sommets à sommet sur une défense potentielle de la couverture européenne. D'ailleurs, même à Bruxelles, où vous êtes, il y a eu un sommet ou une rencontre européenne qui s'est tenue en matière de défense vis-à-vis de la Russie. Pourquoi cette Russie fait tant peur sur le plan de la sécurité et sur le plan militaire? Entre-temps, également, le nouveau chancelier allemand a appelé, je crois bien, Emmanuel Macron, du moins la France, à pouvoir étendre sa couverture défensive avec son pays. C'est une information, certes, qui reste à vérifier, mais c'est un élément qui a été évoqué. Pourquoi des sommets pour la défense européenne? De quoi l'Europe a-t-elle peur bien plus de la France? Vous avez dit que la Russie n'est pas dans cette position, mais qu'est-ce qui fait tant peur à cette Europe-là de croire que sa sécurité va être violée, de croire qu'il y aurait une attaque, j'allais dire, militaire à son encontre? Concrètement, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, vous avez posé une question qui, en fait, qui est qui recouvre plusieurs questions. C'est-à-dire, si on veut répondre, mais on va essayer d'être bref. Vous avez, qu'est-ce qui se passe après la guerre froide? Vous savez, d'abord, il faut comprendre comment le monde il est partagé après Yalta. Certains estiment que ce n'était pas un partage du monde, d'autres estiment que ça l'était. Ça dépend des auteurs que vous lisez. On ne va pas rentrer dans un conflit d'auteurs. Ce qui est sûr, c'est qu'après Yalta, il y a une guerre froide. Et il y a un équilibre des puissances. Et des puissances euh, ouest-est, dont le leader est la Russie à l'est et les États-Unis à l'ouest. La première chose qu'il faut comprendre là, que du point de vue géopolitique, beaucoup de pays qui vont se dire alliés vont s'aligner derrière les États-Unis. Ces pays vont estimer à ce moment-là que les pays de l'Est sont ce qu'on appelle aussi les pays du parc de Varsovie, en opposition aux pays de l'organisation du traité Atlantique Nord, qu'on appelle les pays de l'OTAN ou les pays de l'Ouest. Donc, vous avez donc une menace en tout cas, une tension entre deux groupes. Très bien. À un certain moment, le pire, c'est que les deux groupes-là étaient les deux groupes vainqueurs. Pour rappel, la Russie était parmi les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, avec les États-Unis et l'Angleterre. La France, on a marché dessus. Et De Gaulle a, de façon subtile, essayé de se hisser dans les vainqueurs. Vous voyez l'astuce de Gaulle. Il a même pu faire de la France un grand centre diplomatique. Alors que l'Allemagne avait marché sur la France, c'était une question d'heures ou de jours. Prenez l'unité de mesure que vous voulez. Très bien. Donc, mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi la France est là? La France est là parce que Churchill a peur des États-Unis, en réalité. Je dis bien peur des États-Unis. Parce que Churchill, c'est un pays de l'Ouest, c'est pas vraiment la même mentalité que les pays de l'Est. Mais Churchill, tout seul sur le continent européen, ça fait petit. Vous voyez? Donc Churchill a besoin d'un allié sur le continent européen. Ça, c'est la partie que vous ne lisez pas. Donc, ça va favoriser la présence de Gaulle. C'est la raison pour laquelle on se retrouve sur le continent européen avec Churchill, De Gaulle, qui vont former un axe, et les États-Unis, et puis la Russie. Je rappelle en passant que c'est l'Allemagne qui a perdu la guerre. Donc, elle n'est pas là, même si l'Allemagne, après, va remonter du point de vue économique et devenir la grosse puissance qu'elle est aujourd'hui. Surtout
parce que beaucoup surtout Mitterrand en tout cas, les politiciens français savent que les guerres, que la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale sont nées de l'affrontement entre l'Allemagne et la Russie, l'Allemagne et la France. Regardez les deux guerres, hein. Que ce soit la première ou la deuxième, c'était un problème franco-allemand. Et d'ailleurs, quand vous regardez les guerres avant, c'est la guerre prussienne, franco-prussienne. C'était l'Allemagne contre la Russie et parce qu'ils se battaient sur ces territoires-là. Enfin bref, on ne va pas revenir sur toute cette histoire. C'est comme ça donc que la France se retrouve. Très bien. Après, il y a la chute du mur de Varsovie, du mur de Berlin. Premier événement qui va bouleverser le monde. Et on va se dire qu'on n'a plus besoin de guerre froide. Et il y a Gorbatchev qui était à l'époque président des États-Unis qui va se dire on n'a plus besoin de guerre froide. Il va lancer la perestroïka, c'est-à-dire l'ouverture de l'Est à l'Ouest. Et après Gorbatchev, il y a eu Eltsine. Voilà, Eltsine. Voilà. Très bien, et il va beaucoup se rapprocher des États-Unis et ils vont signer des pactes tacites pour dire, OK, d'accord, on n'est plus en conflit, mais vous, les pays de l'OTAN, vous avez une armée, ne vous rapprochez pas trop des frontières russes. L'OTAN ne doit pas trop avancer dans les frontières russes. Sauf que les États-Unis sont un pays impérialiste. Et c'était une erreur de Gorbatchev et de Yeltsin de penser ça. Les États-Unis, l'OTAN, toutes les institutions de Bretton Woods ont été créées pour la domination américaine. Et cette domination va se traduire par le fait que les États-Unis vont demander que le dollar soit la monnaie mondiale. Les gens ne comprennent pas souvent les relations entre la monnaie et la puissance. Ça va de pair. Vous ne pouvez pas comprendre la géostratégie si vous ne comprenez pas les intérêts, et les intérêts qui sont matérialisés par un outil qu'on appelle la monnaie. Et le dollar monnaie des transactions mondiales, c'est depuis les accords de Bretton Woods. Quand vous entendez parler de l'économie de Keynes, qui négociait avec M. Dexter, Harry Dexter, qui était le représentant des États-Unis pour la négociation, qui voulait imposer, qui a imposé le dollar comme monnaie du monde. L'économiste Keynes dont vous entendez parler, là, c'est lui qui négociait pour que le dollar ne soit pas une monnaie de transaction mondiale. Et Keynes avait déjà proposé les droits de tirage spéciaux dont vous entendez parler aujourd'hui, les DTS. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Parce que Keynes savait très bien que si le dollar devient la monnaie mondiale, ça fera des États-Unis le pays le plus puissant au monde. Et les expériences sont connues. C'est comme ça que l'Angleterre est devenue une plus grande puissance rayonnante dans le monde. C'est quand la livre sterling était la monnaie de transaction dans le monde. Donc Keynes le sait. Mais les Américains, parce qu'ils avaient gagné la guerre, parce qu'ils étaient forts, parce qu'ils étaient les premiers à avoir l'arme atomique, avaient des arguments pour imposer. Les États-Unis ont donc continué leur tentative d'expansion jusqu'à Poutine. C'est ça qui nous a amené à la guerre de l'Ukraine. Je suis dans les grandes lignes. Hein, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, tous les pays occidentaux sont alliés aux États-Unis. Donc, quand les Américains disent, parce que c'est les Américains qui ont quand même encouragé, qui étaient des va-t-en-guerre en Ukraine. Ils donnaient les armes, ils donnaient les munitions, ils donnaient de l'argent. Ils sont d'accord, ils sont tous d'accord dessus. Parce qu'après, on peut dire, oui, il y a eu ceci, l'accord de Minsk, ça c'est après. Bon, ça c'est les détails. Ce qui est sûr, c'est que de façon globale, de façon macro, on espérait détruire la Russie. Et le ministre de l'économie français a dit, nous allons mettre la Russie à terre en quelques semaines, voire quelques jours. Ça veut donc dire qu'il y avait l'intention de détruire la Russie, économiquement et de façon militaire. Le seul problème, c'est qu'il y a eu échec. Devant cet échec, les États-Unis se disent, là, on n'y arrivera pas, on replie.
Dès qu'ils replient, ils se demandent alors les Européens là qui étaient les vats en guerre, nous on fait quoi? Voilà la question. Et puis il se pose l'autre partie qui est, les États-Unis disent, oui d'accord, moi j'ai quand même mis des milliards de dollars pour tout ça. Les États-Unis savaient ce qu'elles faisaient. Quand on vous apporte de l'argent pour faire la guerre, c'est qu'après la guerre, vous allez rembourser cet argent. C'est toujours comme ça. Celui qui ne sait pas ça, ben, c'est un naïf. Donc quand les Américains disaient on donne de l'argent, c'était pour avoir des retombées. Et c'est ça qu'il se passe actuellement. Sauf que le gâteau Ukraine, les Européens aussi en veulent. Qu'est-ce qui s'est passé à la dernière Henri? conférence Henri?